Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme chaque semaine, on se retrouve pour parler gestion de patrimoine. C'est votre rendez-vous hebdomadaire Cœur de patrimoine pour aborder un maximum d'éléments qui touchent à la gestion de votre épargne, de vos placements, de votre patrimoine. Aujourd'hui, on va largement parler immobilier. On ira aussi, bien évidemment, faire un tour sur les marchés. Sans oublier l'investissement vert. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et sans plus attendre, donc, place à ce marché immobilier. Et pour en parler, on accueille Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, porte-parole du réseau L'Adresse. On va essayer de plonger dans toutes vos statistiques pour voir un petit peu comment se profile finalement cette rentrée, comment se porte le marché. Alors très bien, c'est la première bonne nouvelle, c'est que vraiment le marché est en phase de reprise. On le sentait un peu déjà à la fin du mois d'août et c'est pour ça qu'on a voulu sonder les agences L'Adresse via un sondage avec plus de 150 réponses et 70% des agences constatent une reprise. Donc c'est quand même assez fort et ça montre bien que le marché redémarre. Et ils vous disent quoi quand ils vous disent oui, on sent que ça va mieux, que ça reprend? Très concrètement, c'est plus d'appels d'acheteurs potentiels, plus d'estimations de la part de vendeurs, plus de visites et aussi du coup plus d'offres acceptées. Donc là, c'est vraiment tous les voyants qui sont au vert. Alors évidemment, la question est de savoir pourquoi. Ouais. Alors c'est vrai que les banques ont quand même joué un grand rôle puisque elles ont rouvert un peu le robinet du crédit il y a maintenant 1 an. Le temps que ça se mette en place, que les taux de crédit baissent, eh bien ça y est, les acheteurs qui étaient un peu attentistes en se disant on va attendre, les taux vont baisser, bien ça y est, ils se décident enfin à passer à l'acte. Oui, et puis on sait que les banques centrales sont dans le move aussi et que donc ça va a priori se poursuivre en plus. Tout à fait. Donc il y a quand même cet impact très positif de la baisse des taux qui est de 0,8 points à peu près en 1 an. Du coup, ça vient vraiment resolvabiliser les acheteurs. En fait, ils bénéficient 1 de la baisse des taux et 2 de la baisse de l'apport personnel aussi demandé. Donc ces 2 leviers font qu'on avait des acheteurs qui étaient complètement sortis du marché, qui avaient mis leur projet de côté et qui aujourd'hui reviennent. Alors, quand on ausculte un petit peu un marché comme ça, et notamment dans les statistiques que vous nous apportez régulièrement, on arrive à discerner un petit peu quels sont les profils finalement qui sont les plus concernés, soit par l'appétit des banques, soit, enfin voilà, en fonction des thèmes que vous scrutez, mais vous arrivez à ciseler tout ça de façon toujours intéressante. Quels sont-ils ces profils qui sont concernés, on va dire, par cette reprise? Tout le monde est à la même... logé à la même enseigne? Non, tout le monde, mais pas dans les mêmes proportions. Et là aussi, c'est une vraie bonne nouvelle. Près de la moitié des agences L'Adresse constatent un retour des secondo-accédants. D'accord. Donc ceux, évidemment, qui achètent et revendent un bien. Donc c'était finalement tous ceux qui avaient mis leur projet en stand-by. Pourquoi? Parce qu'ils avaient emprunté souvent à des taux entre 1 et 2%. Donc pourquoi déménager, revendre son crédit, enfin le rembourser pour en reprendre un à 4? Donc ça, c'était des acheteurs qu'on avait vus complètement sortir du marché, qui avaient peur de faire une moins-value. Eh bien, eux reviennent tout simplement parce que ceux qui ont eu un enfant, ceux qui ont prévu de divorcer, ils ne peuvent plus repousser. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils repoussent. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça va amener de la rotation dans les biens immobiliers puisqu'ils vont libérer des plus petites surfaces pour les primo-accédants ou pour les investisseurs. Bien sûr. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et puis, on a également des primo-accédants qui reviennent, on l'a dit, grâce à la baisse des taux, également la baisse de l'apport. Et les investisseurs, alors oui, ils reviennent, mais c'est quand même beaucoup moins sensible, si je puis dire. Voilà, c'est un peu les investisseurs qui sont un peu lanterne rouge et on peut le comprendre. Alors... ça va mieux, il y a de l'huile dans les rouages, notamment par le biais du crédit. Voilà tout ce que vous venez de nous dire, mais vous nous avez pas encore parlé des prix. Parce que il y avait aussi cette observation qu'on faisait qui était... bon, déjà, les acheteurs ont un peu moins de moyens. Et puis de l'autre côté, les vendeurs, ils étaient arc-boutés, amoureux de leur logement, ils ne voulaient pas baisser les prix, etc. Ça aussi, ça s'améliore? Voilà, tout à fait. Ça, c'était un vrai point de blocage avec des acheteurs qui, évidemment, ne voulaient pas acheter au prix et des vendeurs qui ne voulaient pas baisser les prix. Et bien, finalement, avec le travail aussi des agents immobiliers, des médias aussi qui ont beaucoup relayé la nécessaire baisse de prix, et bien voilà, on constate que les prix ont réellement baissé. Sur 2 ans, on est de 8 à 10% de baisse. Et c'est moins que la perte de capacité d'emprunt. Ça dépend des zones aussi. Oui, ça dépend évidemment des zones et des biens, puisque on sait que pour les mauvais DPE, on peut aller jusqu'à 20% de baisse.
Mais globalement, là, 80% des agences constatent une hausse des marges de négociation par rapport à l'année dernière. Mais ce qu'on constate, c'est que ces marges, elles sont quand même limitées, plutôt de 4 à 7%, 10% dans des cas un peu plus extrêmes. Ça veut dire que les gens visitent des biens qui sont dans leur budget. Quand on attend depuis un an pour acheter, on va pas visiter le château en se disant je ferai une offre cassée au prix. Non, les gens visitent dans leur budget et demandent quand même une petite marge. Donc il faut céder à cette marge, sinon évidemment la vente ne se fera pas. Bon, donc un certain nombre de clignotants, d'aspects qui deviennent plus positifs, qui permettent de dire oui, ça y est, ça reprend. Malgré tout, ça va se poursuivre ou ça risque de se terminer un petit peu en queue de poisson? Je le disais, il y a quand même des arguments macro. Enfin, je veux dire, les banques centrales de part et d'autre, l'ambiance est plutôt aujourd'hui à la baisse de taux, donc ça devrait aller mieux. Comment est-ce que vous voyez les choses, ou est-ce qu'il y a encore quelques points d'achoppement, quelques freins qui persistent? Alors vous avez raison, d'un point de vue macro, vraiment tous les voyants sont au vert. Des taux de crédit qui baissent, qui devraient continuer à baisser, une baisse des prix qui est bel et bien enclenchée. Il n'y a pas de problème de stock de biens à vendre dans la plupart des endroits. Le problème, il reste encore macro, si je puis dire. C'est que oui, le feu est vert, mais maintenant, il faut que les acheteurs comme les vendeurs traversent la rue. C'est-à-dire qu'on a encore des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix, qui disent « je sens que ça repart, donc je ne veux pas baisser mon prix ». Donc ceux-là, il va falloir quand même qu'ils consentent à ces baisses de prix. Et puis des acheteurs qui restent attentistes, aussi bien des primo-accédants ou des secondos qui se disent « ça va continuer à baisser, les prix vont continuer à baisser », que des investisseurs qui se disent voilà, j'attends peut-être un nouveau dispositif de la part du gouvernement. Donc voilà, encore quand même des petits points de friction, et c'est là qu'il va falloir continuer à mettre de l'huile dans les rouages. Et du coup, comment est-ce que vous voyez la fin de l'année? Ce qu'on rappelle, tout le monde a largement parlé du fait que le marché immobilier était plutôt malade, etc. Malgré tout, on restait sur des années qui étaient fabuleuses en termes de transactions. Ouais. Qu'est-ce qui se profile pour cette année 2024 finalement? Je dirais que le marché est vraiment en rémission, pour reprendre votre image, et que le pire est vraiment derrière nous. Là aussi, on a interrogé les agences. Eh bien, 50% pensent que sur la fin de l'année, le marché va être plus dynamique qu'il ne l'a été au premier semestre. Près de 40% pensent qu'il va être identique à celui du premier semestre, qui était déjà un peu en reprise, et seuls 10% pensent qu'il va être moins bon. Donc, globalement, voilà, on peut vraiment dire que le pire est derrière nous, mais voilà, cette reprise va quand même mettre du temps à vraiment s'enclencher. En tout cas, les premiers signes sont là, et on espère que l'arrivée de notre nouvelle ministre du Logement et de la Rénovation urbaine pourra contribuer à alimenter cette reprise. Alors justement, parce que vous avez cité parmi les incertitudes, les questions politiques, et c'est vrai qu'on a vu ce marché se gripper aussi à mesure que le politique, on va le dire comme ça, faisait des erreurs. Vous trouvez que voilà, ce choix, Valérie Létard, c'est un bon choix? Vous êtes optimiste? Vous avez l'impression, par les quelques discussions que vous avez pu avoir ces dernières heures, que la profession regarde ça d'un bon œil? Oui, tout à fait. Là, c'est la première fois que les professionnels semblent vraiment satisfaits de la nomination d'un ministre, donc c'est déjà un point positif. Déjà, on a un ministre. Voilà, déjà, on a un ministre de plein exercice, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Donc ça, c'est quand même aussi l'un des sujets, la rénovation énergétique, et c'est l'un des freins aussi à l'investissement. Bien sûr. Donc, faut pas oublier qu'à partir du 1er janvier 2025, donc dans 4 mois, les logements G seront interdits à la location. Donc peut-être que les professionnels attendent de ce côté-là peut-être un assouplissement du calendrier. En tout cas, voilà, des mesures pour faciliter encore la rénovation des biens. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, accueil très positif. Les premiers mots qu'elle a eus ont été significatifs, puisqu'elle a parlé vraiment du logement qui serait au cœur des préoccupations du gouvernement. Donc, je crois que c'est ce qu'attendent tous les professionnels, être entendus et être dans l'action rapide, comme elle l'a dit aussi. Donc, pour l'instant, je dirais un bon début, mais tout reste à faire. Et on verra si on aura une loi Létard pour remplacer la loi Pinel. Ça, ce sera à discuter dans les prochains mois. Merci beaucoup, Sandrine Alonier et le réseau L'Adresse, fondatrice également de Comniprésence. À très bientôt. Merci Cédric. Au revoir. Et tout de suite, on poursuit bien évidemment Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Place au marché. À présent, on accueille Jean-François Robin. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Pour Natixis, merci d'être au rendez-vous. Quels sont les principaux éléments? Alors, on est encore un peu en période de rentrée, d'autant que la politique nous a fait attendre un petit peu avant d'attaquer Franck Hauteport. Sur le bureau de Jean-François Robin, il y a quoi comme élément pour humer, analyser, un petit peu sentir cette période de rentrée? Bon, vous l'avez dit, en fait, il y a deux composantes aujourd'hui quand on regarde un peu ce qui se passe sur les économies et les marchés.
La première chose, c'est la macroéconomie. Et là, de ce point de vue-là, on voit bien ce scénario qui se dessine finalement, qui reste un assez bon scénario. Hein. Les États-Unis continuent de bien marcher. L'Europe, finalement, à part l'Allemagne, ça se tient. On a été obligé on a même relevé à la hausse, nous, nos chefs de croissance. Hein. On est à 1,2 pour la France. L'Italie va pas mal, l'Espagne va très bien, etc., etc. Et puis, le reste du monde, finalement, se tient bien. Et en plus de ça, vous avez cette désinflation qui est en train de se confirmer, et les banques centrales qui, ça y est, sont en train d'enchaîner baisse sur taux sur baisse sur taux. Et donc ça, c'est plutôt très bon pour plein de choses. Maintenant, il y a la politique. Et la politique, c'est plus compliqué. Justement, alors, juste avant de rentrer dans les questions politiques, cette réserve fédérale, puisque c'est la dernière en date à avoir agi, on l'avait sentie un peu hésitante. Elle voulait y aller, mais elle se disait, allez, 50, et puis finalement, ah non, peut-être que 25, parce que 50, on va inquiéter les marchés. Puis non, finalement, son bras n'a pas tremblé. Elle a fait 50 points de base comme première baisse de taux. Ça vous paraît le choix raisonnable? Les marchés l'ont bien vécu? Moi, je pense que c'était le bon choix. C'est parce que nous, on attendait plutôt 25 points de base, puisqu'on avait écouté la Banque centrale, qui encore 15 jours avant nous disait non, il faut faire du gradualisme, on n'ira pas. Et puis, une fois encore, la Banque centrale américaine, je trouve, suit quand même les anticipations de marché. C'est très, très rare que la Banque centrale, au jour de sa décision, fasse autre chose que ce qui est pricé par les marchés, qui attendaient plutôt 50 points de base. Et donc, elle a délivré ces 50 points de base. En tout état de cause, soit 25 ou 50 points de base, ce qui est clair, c'est qu'on est bien dans un cycle de baisse de taux qui s'initie là. C'est le début de quelque chose qui va durer pendant des mois, et ça, je pense, c'est une super nouvelle pour les économies, c'est une super nouvelle pour la consommation, et c'est une très bonne nouvelle pour les marchés. Ça veut dire que, moi j'aime bien cette phase de Hornbush, qui a un prix Nobel d'économie, qui disait les phases de croissance américaine ne meurent jamais toutes seules, c'est la Fed qui les tue. Et là, on voit que la Fed, finalement, fait ce qu'il faut pour pas la tuer, même si elle a peut-être pris du retard, qu'elle aurait dû faire ça avant ou que sais-je. En tout état de cause, elle a bien initié le mouvement, donc on peut penser que, avec ces taux qui se desserrent, ça va aller mieux sur le marché immobilier, ça va aller mieux sur l'investissement, ça va aller toujours un petit peu mieux sur la consommation. Je parle au niveau global, puisqu'on peut penser de la même chose de la Banque centrale européenne. Pour autant, vous avez rappelé leur lutte avouée, voulue contre l'inflation, contre ces questions de prix, etc. Et pourtant, quand on écoute nos banquiers centraux, et notamment au fameux symposium de Jackson Hole, on avait l'impression qu'ils disaient, oui, c'est vrai, on a des résultats en termes de lutte contre l'inflation, mais c'est encore insuffisamment convaincant. C'est un peu curieux de dire à la fois ça et à la fois d'embrayer sur une période marquée de baisse de taux. Oui, alors c'est un petit peu particulier effectivement, parce qu'il faut toujours réaliser qu'une banque centrale, elle prend sa décision pas en fonction de l'inflation d'aujourd'hui, mais dans celle qui sera attendue dans 18 mois. Or, quand on se projette dans 18 mois aux États-Unis comme en Europe, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'on va revenir à peu près à la jauge. Aux États-Unis, on était déjà à 2,5, on était même sous ce que prévoyait la Banque centrale européenne. Là, il y a un certain nombre de gens, Waller, de la Fed de New York par exemple, qui nous dit on va sûrement même undershooter, être sous les 2% assez vite. Donc ça explique ça. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, et c'est la grande différence avec la Banque centrale européenne, qui à mon avis tarde trop, mais c'est que la Banque centrale américaine, une fois encore, elle a un double mandat avec l'emploi. Et ce qu'elle nous avait dit, qu'on n'avait peut-être pas assez écouté, c'était que Powell avait dit on fera anything, on fera tout ce qui sera en notre pouvoir, c'est presque le whatever it takes, pour soutenir le marché de l'emploi américain qui est en train un peu de se dégrader. Et ça, c'est sans doute ce qui a déclenché les 50 points de base et le fait que ils ont, tant pis, on avait dit 25, ce sera 50, parce que ce qu'il faut pour l'économie, c'est 50, la communication, on gérera. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamentalement très différent entre les États-Unis et l'Europe, même si on le sait bien, les taux américains avaient beaucoup plus monté que les taux européens, donc c'est normal qu'ils baissent plus vite, plus tôt, quoi. Bien sûr. Ça c'est l'aspect effectivement banque centrale un peu macroéconomique, et puis il y a le politique, vous l'avez rappelé, c'est le deuxième poids. D'ailleurs, de part et d'autre de l'Atlantique, parce que certes chez nous on a notre petit microcosme de la dissolution et des législatives anticipées, mais aux États-Unis, dans 40 et quelques jours, c'est le grand barnum de l'élection américaine, et on avait traditionnellement l'habitude de dire la Fed essaye de rester neutre. Alors on sait que le mouvement de taux, on va dire, il va mettre beaucoup plus que 40 jours pour se répercuter. N'empêche que dans l'image, elle a pris part à la campagne électorale, non ? Oui, alors c'est vrai, mais c'était aussi un des arguments peut-être pour qu'elle fasse 50 points de base, finalement. C'était de se dire, vaut mieux qu'elle fasse son mouvement de 50 points de base là, que de le faire 3 jours après le résultat des élections américaines, le 7 novembre, où là, effectivement, si jamais c'était Trump qui n'arrête pas de dire qu'il veut revenir sur l'indépendance de la Fed,
Si la Fed avait fait 25 et passé à 50 points de base, on dirait ça y est, elle se met aux ordres de Trump. Et si jamais elle faisait un mouvement de 50 points de base et Kamala Harris s'était passé, on pourrait dire tiens, elle soutient les démocrates. Donc il n'y avait pas de bonne solution. Donc on peut quand même penser plutôt qu'elle fera 25 si elle doit faire un mouvement après les élections américaines pour dire je continue à baisser mais je suis pas politisé. Donc quelque part, et quand on regarde historiquement, finalement, ça l'empêche pas de baisser ou de monter les taux. Les élections américaines, on aime bien penser ça, mais la réalité quand même, c'est qu'elle peut délivrer. Ce qu'elle avait fait en 84, en 2001, on avait eu des mouvements qui avaient perduré, on avait eu des choses assez forts. Là, c'est moins fort qu'à cette époque-là, mais c'est pas parce qu'il y a une élection présidentielle cette année que ça va obérer, je pense, le cycle de baisse de taux. Ça va continuer en novembre, ça va continuer en décembre et toute l'année prochaine. Bon, c'était plus cette idée-là est plus une idée du passé, on va dire. Oui, alors en revanche, c'est pas pour autant dire que la politique va pas interagir avec la Fed, parce qu'il y a une très bonne étude de Yale, par exemple, qui est sortie il y a pas longtemps, qui étudie quel est l'impact d'une Fed qui est aux ordres d'un gouvernement par rapport à une Fed indépendante. Et c'est pas neutre, parce qu'au bout d'un an, c'est 2% d'inflation de plus, au bout de 4 ans, c'est 5, selon cette étude-là. Donc, une Fed qui serait pas indépendante, mais qui dépendrait du pouvoir politique, qui a toujours plutôt une tendance à essayer de faire de la surchauffe pour que ça aille mieux pour les votants, évidemment, ce serait plus inflationniste. Donc, il y a quand même un petit débat, puisque typiquement Trump essaie de se dire, je vais me débarrasser de Jérôme Powell et je mettrai quelqu'un beaucoup plus à mes ordres. Donc, attention, il y a quand même un sujet entre les politiques et j'ai envie de dire que c'est un petit peu un débat qu'on retrouve dans le mandat de la BCE. Est-ce qu'elle doit s'occuper de green, d'autres choses que de l'emploi? Macron avait soulevé l'idée qu'il fallait qu'elle s'occupe de compétitivité de la zone euro, etc. Bon, on voit bien que c'est pas étranger à nos débats ici. Alors, aussi. Puisque vous nous avez un petit peu ramené en Europe, regardons un petit peu ce qui se passe chez nous. D'abord la situation économique européenne et puis peut-être un mot de cette France, de ces questions qu'il y a aussi sur la croissance, sur les finances publiques, sur les moyens de l'État. Qu'est-ce que l'économiste que vous êtes fait comme survol de cette situation européenne et française? Jusque-là, je dirais qu'on avait une situation qui était compliquée en Europe, mais pas si dramatique que ça, puisqu'on avait vraiment l'économie allemande, qui est comme la principale de la zone euro. Donc évidemment, c'était un gros frein à la croissance moyenne de la zone euro, qui serait la seule économie en récession pour une deuxième année consécutive cette année en 2024, alors que je le disais, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, la France sont assez proches, voire même au-delà de leur potentiel. Donc ça allait pas si mal. Maintenant, ce qu'on a vu typiquement aujourd'hui, c'est quand même que là où le secteur industriel ralentit globalement en Europe, parce que la Chine ralentit très fort, parce qu'un pays comme l'Allemagne est très maintenant en compétition avec la Chine, et en plus elle-même exportée en Chine, donc c'est le double effet qui se coule pour l'économie allemande qui ralentit fort. Mais on avait cette industrie qui ralentissait assez nettement en Europe, mais les services se tenaient très bien. Là, ce matin, ce qu'on a vu, c'est que même les services sont en train de ralentir. Donc, il y a quelque chose un petit peu plus inquiétant qui, à mon avis, va faire que la Banque Centrale Européenne va devoir un petit peu accélérer. Maintenant, si on regarde la France plus en détail, la France, que n'avait-on pas entendu sur la France? Nous, on était parmi les plus positifs du consensus. On était à 1,3 de croissance cette année. Je rappelle que beaucoup de mes camarades, l'INSEE, la Banque de France, étaient beaucoup la moitié de ça. Et avec la dissolution, on s'était dit, tout va s'arrêter, on le repasse à 1. Et puis, finalement, avec les JO qui sont très très bien passés, nous, nos calculs quand même chez Natixis, c'est qu'on a un effet assez positif de l'économie sur l'économie des Jeux Olympiques, de l'ordre de 0,4 points de PIB en plus au T3, et donc en net sur l'année, ça va faire un petit plus à l'économie française. Donc nous, on l'a révisé, donc 1,2 pour la croissance française cette année. C'est difficile de faire moins, puisqu'on a déjà un acquis de croissance de 0,9, donc même si c'était 0 au T3, 0 au T4, on est 0,9. Or, c'est très très difficile de ne pas imaginer que les JO ont été un vrai succès. Regardez les hôtels, l'hôtellerie-restauration, on disait ils sont vides à Paris. Bon, les résultats, plus 118%, parce qu'on avait un peu oublié qu'ils ont multiplié par 2 leur prix et que finalement tout le monde a accouru à Paris une fois qu'on s'est aperçu que c'était un succès, qu'il n'y avait pas d'attentat et que c'était un très bel événement et un succès également économique. Et donc, à la fin, l'économie européenne ne se tient pas trop mal si on enlève l'Allemagne. En France, c'est à peu près le cas. Maintenant, il y a toute cette incertitude politique qui pèse sur les investissements. Vous parliez juste avant avec l'invité précédent de l'immobilier. C'est évident qu'on a une espèce de reprise. Aujourd'hui, on le voit, nous, le groupe BPCE finance un logement sur 3, donc on voit bien que ça redémarre. Mais il y a quand même beaucoup d'attentisme par rapport à ce qu'était la situation préélectorale. Et on le voit même sur les spreads de taux entre la France et l'Allemagne. C'est pas parce que Barnier a présenté son gouvernement qu'on est sorti de l'agenda et qu'il n'y a pas de risque. Il reste la question fiscale, il reste la question budgétaire, il reste la question aussi de la durabilité du gouvernement. On voit bien qu'il se fait un peu tirer dessus de tous les côtés. Donc, combien de temps ça va durer? Est-ce que
on a échappé un peu au pire en termes de politique budgétaire pour les investisseurs internationaux. Je rappelle que 51% de la dette française est financée par les non-français, hein, donc les non-résidents. Et donc, il faut quand même pas trop se fâcher, donc montrer quand même un petit peu de plate blanche avec nos programmes économiques. Et donc là, on a échappé un petit peu au pire par rapport à ce qu'on pouvait craindre au début juillet. Mais c'est vrai que si ça retombe, si on a des élections où le gouvernement tombe, moi je suis persuadé que de toute façon, si on refait des élections demain, ce sera le même résultat. Et après 2027, ce sera le même résultat. Donc il faut surtout apprendre à travailler ensemble. Mais c'est pas encore gagné, on voit ça. C'est pas sûr qu'on ait beaucoup de consolidation budgétaire. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message à un épargnant, à un investisseur qui nous regarde, qui nous écoute? Voilà, période de rentrée, souvent on se demande un peu, alors là effectivement on s'est peut-être mis un peu en stand-by avec ces questions politiques, mais on se demande un peu qu'est-ce que je vais faire pour la fin de l'année, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de... Alors moi je crois qu'on est toujours dans des périodes d'incertitude, hein, c'est même la définition de l'avenir, mais globalement on voit bien qu'on est dans un monde qui est un petit peu foufou quand même, donc je pense qu'il y a 3 trucs qu'il faut garder en tête là, à court, moyen terme. Un, c'est quand même le gros mouvement de 2024 qui est impressionnant. Ça y est, maintenant, la grande majorité des banques centrales le font. C'est la baisse des taux. C'est baisse de l'inflation. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis 3 ans. Voilà, la Fed n'avait pas baissé depuis 2020. C'est des mouvements qu'on n'avait pas vus depuis un moment quand même. Donc, on a quand même des choses qu'on attendait de façon assez marquée. Et donc, ça, c'est quand même un truc qu'il faut regarder. On va baisser les taux. Donc, ça veut dire que c'est favorable à la consommation. C'est favorable au cyclique. C'est favorable à l'investissement, c'est favorable aux boîtes leveragées également. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. La deuxième chose, c'est que les banques centrales qui sont en train de baisser les taux parce que l'inflation baisse, mais vont le baisser comme nettement, alors que la croissance n'est pas du tout en récession. Ça, c'est des configurations qui sont paradoxalement pas paradoxalement, mais également hyper favorable aux actions. Nous, on a regardé ça. En moyenne, quand la Fed baisse ses taux et qu'il n'y avait pas de récession, le S&P, il gagne 22% dans l'année qui suit. Ah oui. Donc, il a déjà pricé beaucoup, il a des records, mais c'est normal. Hein. S'il n'y a pas de récession et qu'on baisse les taux, il n'y a pas de raison de penser que ça va ralentir les earnings. Donc, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, il ne faut surtout pas perdre de vue les grandes tendances. Moi, on se connaît bien. C'est vrai que moi, c'est les grandes tendances que je pense qu'il faut regarder toujours. Et c'est quoi les grandes tendances aujourd'hui? On voit bien, c'est la transition énergétique, la démondialisation, la montée des dépenses de défense. Le secteur de la défense, malheureusement, va bénéficier d'investissements parce qu'il faut s'armer pour éviter pour pouvoir se défendre et donc éviter de l'attaque. Donc on est sur des grandes tendances, le vieillissement démographique. Tout ça, c'est des trucs, des vagues de fond. Hein. L'année 2023, c'est la première année dans l'histoire de l'humanité où il y a plus de personnes de plus de 50 ans que de moins de 15 ans. Ces tendances, on en parle depuis des années, mais ça y est, elles sont sur nous. Et donc je crois que c'est des énormes vagues qu'il faut toujours surfer quand on regarde un peu ces investissements. Merci beaucoup, Jean-François Robin, Natixis, qui nous accompagnait pour parler marché, macro, ces banques centrales, cette politique. Toujours intéressant de faire un petit point comme ça dans Cœur de patrimoine. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On passe à la page Green, pourrait-on dire. On accueille Éric Simonet. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, responsable des relations avec les investisseurs chez Triodos IM. Et on va parler un petit peu de tous ces investissements qu'on qualifiera de responsables. C'est vrai que quand on veut donner un petit peu du sens, en quelque sorte, à son épargne, eh bien on a en face de soi... on trouve beaucoup d'appellations, beaucoup de labels. Il y a de l'ESG, il y a du responsable, il y a du durable, il y a de l'impact. Enfin bref, on va dire que c'est 40 nuances de vert et pas de gris. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver finalement, pour essayer de choisir le bon, j'ai envie de dire? Au-delà de choisir le bon, d'être sûr dans quoi on investit en fonction de ce qu'on veut véritablement comme thématique. Aujourd'hui, on a beaucoup normalisé les notions d'ESG, environnement, social, gouvernance, comme étant de l'investissement responsable. Or, les critères ESG ne sont que des critères d'analyse du risque a posteriori, des risques qui sont encourus par une société sur son activité. Donc, quel peut être l'impact environnemental, social ou de gouvernance sur les résultats d'une entreprise s'il se passe quelque chose. Typiquement, vous avez des entrepôts en bordure d'une rivière, il y a une montée, comme on le voit, des eaux, et puis tout votre outil de production ou de stockage est ravagé. C'est un risque environnemental. Mais en aucun cas, ces critères ESG ne sont
de notre point de vue, des critères suffisants pour déterminer un impact positif. Et ce qu'on a vu après, dans la période post-Covid, c'est qu'il y a un véritable appétit des investisseurs pour donner du sens à leur argent. Or, les critères ESG ne sont pas suffisants. Ils sont un des éléments. Donc, ESG, c'est bien, mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez. Bon, ensuite, premier truc à avoir en tête. Donc voilà, l'investissement durable, responsable, prend aussi en compte des notions d'exclusion. Il y a des secteurs dans lesquels on ne veut pas investir parce que ils ont des impacts négatifs. On peut penser effectivement à l'investissement dans les énergies fossiles ou dans les OGM ou dans les pesticides. Et puis enfin, la dernière étape, c'est l'investissement à impact, et c'est ce que fait Triodos, c'est d'investir dans des sociétés dont le produit ou le service va répondre à des grands thèmes de transition, à des grands enjeux, à des grands problèmes auxquels on doit répondre et auxquels finalement on souhaite donner de l'ampleur en captant l'épargne des investisseurs pour venir financer ou pour venir investir dans des sociétés qui sont sur ces grands sujets de transition. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable de suivre un petit peu ces dossiers, j'imagine, et une fois qu'on a investi dans telle ou telle boîte, s'assurer dans le temps que l'impact existe. Que l'impact existe, quoi. Bien sûr. Sinon, c'est un peu du greenwashing. Sinon, c'est du greenwashing. Et donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement, quand on investit dans une société sur les énergies renouvelables ou dans la santé ou dans la tech, de s'assurer quels sont les éléments d'impact que je recherche à valider, quels sont les éléments quantitatifs qui vont me permettre de vérifier qu'il y a bien impact. Et donc ça, il faut finalement choisir les bons gérants qui sont vraiment équipés pour faire ce genre de suivi. Comment on peut éviter, justement, parce que c'est une question que peut se poser l'épargnant aujourd'hui en se disant bon c'est bien gentil, mais moi j'ai vraiment envie de donner du sens. Je veux pas juste acheter un label qui va se coller sur un fonds et qui grosso modo changera pas vraiment la donne. Comment est-ce qu'on évite, comment est-ce qu'on peut être certain de pouvoir éviter finalement ce qu'on appelle ce greenwashing ou ce blanchiment? Alors, il y a plusieurs... Blanchiment. Éco-blanchiment en bon français. Voilà. Il y a plusieurs choses, et les labels font partie de la grille de lecture qu'on peut avoir des investissements. Premièrement, donc déjà, il faut pas se fier aux noms, et d'ailleurs, il y a une réforme européenne qui est en train d'arriver sur la réforme des noms des produits financiers, parce qu'on a tout vu, Green Impact, Green Durable, ISR, ESG, les grands mélanges qui étaient vraiment, là, pour le coup, très souvent du greenwashing. La première chose, c'est déjà de savoir qui est le gérant, c'est quoi sa philosophie de gestion et qu'est-ce qu'il fait. Chez Triodos, on fait que de l'investissement impact, on fait pas de l'investissement impact et puis un petit peu de choses à côté et puis d'autres investissements. On est vraiment spécialisé. Donc déjà, se fier à des sociétés qui sont spécialisées ou qui ont vraiment une grosse partie de leur portefeuille sur cette thématique. Premier truc, un ultra spécialiste. Un ultra spécialiste. Effectivement, déjà, ça sera un gage d'un process établi et sérieux. Les labels ont fait des progrès. Le label ISR, vous m'auriez posé la question, Cédric, il y a 2 ans. C'est ça, parce qu'il vient de le label ISR, se faire une beauté. On a œuvré avec beaucoup d'acteurs de marché pour le réformer, et il s'est réformé plus loin qu'on ne l'attendait, mais effectivement, c'était le seul label en Europe qui n'excluait pas les énergies fossiles. Donc pour un investissement socialement responsable, être investi dans les énergies fossiles, c'était difficilement entendable. Mais il y a d'autres labels européens qui existent, et les produits dans lesquels les investisseurs peuvent investir sont souvent labellisés dans plusieurs pays. Et vous avez le label Towards Sustainability en Belgium, vous avez le label EcoSwan pour les pays nordiques. Et puis regardez, si un produit a plusieurs labels, s'il a effectivement le label ISR en France, mais est-ce qu'il a le label en Belgique, est-ce qu'il a le label en Allemagne, parce que ces labels sont déjà beaucoup plus rigoureux. Donc ça donne aussi un peu une indication. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est passé complètement à côté des investisseurs particuliers, c'est la réglementation SFDR. Qui dire que pour un profane, c'est un peu incompréhensible. C'est un peu incompréhensible, mais il faut savoir que les produits les plus impactants ou qui ont une véritable volonté d'impact positif, ils ont cette catégorisation article 9 de la loi SFDR au niveau européen. Et il faut savoir que les articles 9, c'est d'après les dernières données de Morningstar, c'est 4,7% de tous les produits disponibles en Europe. Donc c'est un certain nombre de produits, mais sur la masse, c'est très petit. Donc un spécialiste... Quand même des labels avec une diversité de labels, donc une diversité d'avis et de méthodes de labellisation. L'article
SFDR, Voilà. l'article 9, ça on sera n'essaye toujours... pas de tout comprendre, mais on retient article 9. Quoi. Article 9, vous savez déjà que vous serez dans le haut du panier. Bon, alors là, on a quelques clés, mais on aime bien aussi être pratique. Alors, est-ce que vous auriez une thématique, une idée, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur et qui permet peut-être de susciter l'enthousiasme ou la curiosité de nos auditeurs, de nos téléspectateurs? Bien sûr. Alors, il y a des thématiques qui, moi, en plus, me tiennent particulièrement à cœur. Il y a tout ce qui est lié à la microfinance, donc le microcrédit, qui est donc le financement de l'économie dans les pays émergents, qui a ce besoin de financement. Et puis, plus accessible pour les investisseurs particuliers, on a vu ces dernières années des thématiques sur la santé, sur la vieillesse, l'eau, le bois, et nous on a développé une thématique qui n'est pas que sur l'éducation mais qui est sur l'enfance au sens général. Donc ça prend en compte l'éducation, mais ça prend la santé, le respect des droits, l'accès aux biens de base, et on a lancé ce fonds avec l'UNICEF pour venir les soutenir dans un projet qu'ils ont qui s'appelle Building Bricks for the Future, où dans un certain nombre de pays, et donc pour le coup du projet qu'on soutient, c'est en Côte d'Ivoire, où il y a un double effet, on va dire, responsable, durable. C'est la collecte de déchets plastiques en local, qui sont ensuite transformés en briques, en grosses briques de Lego, et qui servent à construire des écoles. Localement, et donc Triodos accompagne l'UNICEF en les soutenant financièrement dans ce projet. Et la thématique de l'éducation, mais la thématique de l'enfance plus largement, je pense que c'est une thématique qui est intéressante d'avoir dans les portefeuilles. Puis en plus, ça investit sur des petites et moyennes capitalisations qui sont en retour de grâce, avec notamment, comme l'indiquait votre précédent interlocuteur, avec la baisse des taux. Ouais. Tiens, vous nous emmenez sur les marchés. Alors, je vais vous poser une question qu'on évoquait d'ailleurs il y a un instant avec Jean-François Robin. C'est le retour d'un certain nombre de thématiques, et notamment, plus singulièrement, celle de l'armement, qui peut gêner aux entournures sur ces stratégies responsables, durables, à impact, etc. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez effectivement que les marchés jouent l'armement? Alors, les marchés jouent pas l'armement, ils investissent dans l'armement parce qu'il y a des besoins de financement, il y a des besoins de développement, et puis voilà, on a malheureusement des situations internationales et au plus près de chez nous qui nécessitent de se réarmer après des années finalement de disette pour ce secteur. Après, nous, on considère l'armement comme non durable, non éthique. C'est pas de l'investissement responsable. Ça veut pas dire que personne ne doit investir dedans, mais à partir du moment où, en tant qu'investisseur, vous souhaitez investir de manière responsable et que c'est vraiment votre souhait de confier votre épargne sur des thématiques responsables, vous pouvez bien, en toute conscience, comprendre qu'on n'investit pas dans l'armement. Donc, il n'y a pas de. Finalement, chacun investit où il le souhaite. Chacun investit où il le souhaite, mais les gens qui veulent investir durable doivent pouvoir investir en toute conscience de savoir que l'intégralité de leur portefeuille est durable. Merci beaucoup, Eric. Eric Simonet, Triodos IM dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, on revient sur ces thématiques immobilières et on accueille Caroline Bosser. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondatrice de Onily, solution pour gérer un petit peu plus facilement ces biens immobiliers, ces revenus locatifs, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est et ce qui distingue peut-être Onily des autres solutions que tel ou tel épargnant, investisseur a peut-être pu croiser dans sa vie d'investisseur? Oui, tout à fait. Oui, alors Onily, c'est une solution qu'a imaginé le groupe Crédit Mutuel Arkéa après avoir rencontré beaucoup d'investisseurs parmi ses clients et avoir constaté qu'ils étaient assez dépourvus et souvent déroutés au moment de la déclaration fiscale annuelle. Et donc, c'est comme ça qu'on leur a conçu un outil vraiment dédié à l'investissement immobilier, à la comptabilité immobilière, à la déclaration des revenus, soit fonciers, soit BIC, dans le cadre d'une SCI ou d'une activité de loueur meublé non professionnel, pour en faire vraiment un outil de vulgarisation qui leur permette de gagner un temps précieux, mais de gagner aussi en sérénité. Et donc, Onily, c'est
pas un outil juste pour venir obtenir sa déclaration le moment venu. C'est un outil de pilotage qu'on qui peut l'utiliser au jour le jour. Ouais, enfin, nous alors pas forcément. Plutôt au mois le mois. Jour le jour, ce sera un peu beaucoup. Alors sauf à avoir vraiment de multiples biens en location. Mais c'est plutôt au mois le mois. C'est quelques minutes par mois pour certains, pour d'autres un peu plus quand le patrimoine est plus étendu, qui leur permet d'avoir en temps réel une compta à jour, de savoir toujours où ils en sont. De profiter aussi de beaucoup de services d'automatisation qui vont leur permettre d'envoyer par exemple les quittances sans avoir besoin de se reconnecter, de toujours savoir où ils en sont, et du coup ils gagnent du temps, ce qui fait que le moment venu, la déclaration fiscale n'est plus redoutée. Donc c'est vrai que généralement on est un peu confronté quand on est propriétaire à une forme de gestion complexe parce qu'on a de multiples interlocuteurs, de multiples actions à faire, et là rien qu'en se connectant, enfin en étant dans votre écosystème on va dire, tout se fait presque comme par magie. C'est ça concrètement, quand on se connecte, qu'est-ce qui se passe ? Alors quand on se connecte pour la première fois, on va devoir donner quelques informations pour qualifier son activité, bien évidemment, renseigner son bien et connecter le compte bancaire dédié à l'activité lorsqu'il y en a un. Alors là, c'est la meilleure façon de profiter d'Onely, puisque ça permettra à l'investisseur de bénéficier de l'automatisation finalement de l'import de ses relevés de compte. Donc il n'y a plus besoin d'envoyer des relevés papier, de garder des relevés papier, d'avoir un fichier Excel, un cahier. Là, l'outil va remonter automatiquement les flux et va même pouvoir les classer automatiquement. Ce qui va lui permettre d'avoir une compta qui est toujours à jour, la plus sécurisée possible, la plus conforme possible, et d'alléger sa charge à lui. Donc, on lui donne les moyens d'être autonome et de maîtriser son résultat fiscal. Je vais gratter, mais il faut forcément être chez Arkéa ou vous faites agrégateur ? Non, on est agrégateur. Hein, non, je ne dirais pas d'ailleurs quelle banque est la plus représentée parmi nos clients, parce que ça ne plaira peut-être pas au groupe. Bon, on voit que finalement les besoins dans ce monde immobilier bougent beaucoup, changent fréquemment. Comment est-ce que vous vous adaptez quand il y a des évolutions réglementaires, des évolutions fiscales, des évolutions... vous faites ça aussi, vous faites la veille finalement. C'est particulièrement le cas en ce moment. Ouais. Effectivement, nous on a la chance de faire partie d'un groupe, donc c'est aussi l'avantage d'opérer dans un groupe comme le Crédit Mutuel Arkéa et dans la filiale Isimo qui est vraiment spécialisée sur tous les métiers de l'immobilier. Ça nous permet d'avoir une veille qui est faite d'ailleurs par les collègues spécialisés et d'en profiter nous pour gagner du temps aussi. Donc bien évidemment, on suit de près l'actualité et on va organiser notre feuille de route de façon à être en capacité d'adapter les règles métiers dans l'outil de façon à ce que le moment venu, l'utilisateur ait bien les bons calculs pour sa liasse. Pour que ce soit transparent pour lui, finalement. Voilà. L'idée, c'est la certitude, grâce à vous, d'être up-to-date. C'est ça. La charge est reportée sur nous. Et quels sont les retours que vous font vos utilisateurs ? Il y a aussi de l'apprentissage que vous faites, entre guillemets, avec les clients, parce que vous apercevez que tel truc qui vous paraissait magique, en fait, c'est pas compris ou... Le produit n'a plus rien à voir. Donc, on a beaucoup investi dans le logiciel. Et c'est parce qu'on voulait beaucoup investir dans le logiciel qu'on a été au contact au plus près de nos clients. On interagit avec eux tous les jours, toute la journée. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 2022 quand on l'a lancé. Effectivement, il y a des fonctionnalités pour lesquelles, finalement, ça n'avait pas énormément de sens. Et des demandes dont on a tenu compte. Il y avait un vrai besoin pour les propriétaires de SCI, par exemple, d'avoir un petit module pour formaliser une assemblée générale. Voilà. Donc, c'est quelque chose, ça va au-delà de la déclaration, de la comptabilité, la déclaration fiscale. D'avoir également des modèles de documents. Donc là, de façon transverse, que ce soit en LMNP ou en SCI, mais de se rassurer en utilisant un modèle, que ce soit pour faire mon bail, que ce soit pour envoyer un courrier de réindexation, d'indexation du loyer, un modèle dont on sait qu'il est conforme, ce qui a été validé par des juristes, et de pas aller chercher sur Google, parce que finalement, ça se trouve très facilement. Oui, bien sauf sûr. qu'il y en a pléthore, et de savoir lequel est vraiment conforme, c'est compliqué. Donc là, il y a une confiance qui nous est accordée et qui nous permet de leur mettre à disposition un panel de services de plus en plus large en fonction de leurs attentes. Quel est le coût et qui paye quoi ? Alors, c'est un coût. Alors, nous, on a fait le choix, en investissant dans l'outil, ça nous a permis de proposer aux utilisateurs un prix fixe, quel que soit le nombre de biens. C'est sûrement ce qui nous différencie de la plupart des solutions proches sur la place. Donc, c'est que c'est un prix qui est fixe et transparent, qui ne bouge pas si on achète un nouveau bien. Donc, c'est un abonnement annuel qui va, alors, je sais pas, en LMNP, c'est 299 € TTC.
Sur les SCI, il y a plusieurs formules. Le périmètre de service peut bouger un petit peu selon qu'on a besoin d'une seule connexion bancaire, de plusieurs connexions bancaires, si on veut donner un accès à ses associés. Alors, en SCI, il y a des vraies problématiques de confiance dans la gestion et de transparence. Donc, on leur a développé spécifiquement pour eux un mode d'accès de façon à ce que les autres associés puissent aussi avoir un droit de regard. Ça, c'était pas pensé au départ, mais c'est en échangeant avec eux qu'on a détecté ce besoin-là. Donc c'est ça, pour une SCI à l'IS, on a un prix fixe à 296 € hors taxe, par exemple. Donc, voilà, donc ils viennent aussi chez nous pour ce petit prix et éviter les mauvaises surprises en fonction du nombre de lots dans la SCI. Donc là, c'est transparent, ils savent combien ils vont payer. Alors, vous avez beaucoup parlé d'SCI, vous avez prononcé plusieurs fois aussi le mot LMNP, ce fameux statut de loueur meublé non professionnel. Et on sait qu'aujourd'hui, ce statut, il est interrogé, il est challengé, remis en question, etc. Quels sont, selon vous, les principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur ce statut et est-ce qu'il y a une façon de s'y préparer ? Ouais, effectivement, Cédric. Je pense que le risque principal, c'est tout simplement la disparition du statut de loueur meublé non professionnel. Alors, je pense que si on lit le rapport Le Meur, c'est effectivement là où ils veulent aller, clairement. Est-ce que ça ira jusque-là ? Aujourd'hui, personne ne peut vraiment le dire. Donc, il y a plusieurs scénarios dans ce rapport. La plupart de ces scénarios, à l'exception d'un, suppriment l'amortissement. L'avantage de l'amortissement et le régime finalement du réel au loueur meublé non professionnel. Donc ça interroge beaucoup. Ça peut déstabiliser beaucoup de foyers qui ont récemment investi. Quand on investit, on étudie plusieurs scénarios avant, on réfléchit au type d'activité, on fait une équivalent de business plan qui est demandé par les banques aussi pour justifier le crédit. Donc c'est vrai qu'une réforme brutale peut vraiment mettre à mal beaucoup d'investisseurs qui se sont endettés aujourd'hui et qui ont démarré leur activité. Donc difficile de dire aujourd'hui vers où ça va aller exactement, à quel horizon. Il y aura certainement des aménagements. Le rapport évoque une transition progressive sous quelques années. Ce qui est sûr, c'est que ça crée... une clause de grand-père aussi. Oui, alors est-ce qu'il y aurait une clause de grand-père ? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça va favoriser un repli sur la location longue durée. C'est l'objectif du rapport. Un repli peut-être aussi sur le bail mobilité, qui peut être une solution un peu intermédiaire dont on entend beaucoup parler actuellement aussi, en tout cas comme solution à court terme ou à plus ou moins moyen terme pour pouvoir rester sur du microbic. Peut-être un retour sur des formats de type SCI, parce que finalement les écarts vont être gommés aussi entre la détention en propre ou en SCI. Mais pour l'instant, c'est quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Oui, dans un marché IMO qui n'en avait pas forcément besoin. Donc ça n'aide pas effectivement à franchir. Nous, on a des utilisateurs qui viennent vers nous, qui ont un projet IMO et qui finalement, d'investissement, de premier investissement souvent, et qui finalement renoncent en ce moment et préfèrent différer. Parce qu'il y a cette incertitude. Il y a trop d'incertitudes aujourd'hui. Oui. En tout cas, cette solution s'appelle Onily et elle était présentée par sa cofondatrice Caroline Bosser. Merci d'être passée sur Radio Patrimoine dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.